Alors, comme vous pouvez le constater, il y a une ambiance particulière cet après-midi. En fait, un temps de circonstance. Et donc, c'est toujours bien cette période de l'année parce que on est un petit peu entre la vie et la mort. On est un petit peu dans l'au-delà. On a une forme de rapport avec justement le monde invisible quand il fait une légère brume comme ça. C'est très inspirant en tous les cas. Et puis c'est en adéquation avec cette période tellement difficile finalement à comprendre, à saisir. Qu'est-ce qu'on nous réserve? Qu'est-ce qu'on nous prépare? Quel avenir pour nos enfants? Que va devenir ce peuple? Moi j'ai l'impression que l'élite se détache de plus en plus du peuple, de plus en plus. Il y a quelque chose qui est en train de se fractionner vraiment, comme dans certains films. On voit vraiment la classe dirigeante qui mène une toute autre vie que la classe populaire, qui devient de plus en plus enfermée dans un spectre austère. Et on voit bien que ça bouge pas. Alors évidemment, il y a des initiatives pour essayer de faire bouger les peuples, d'appeler à une forme de révolution, pour éviter ce qui est en train de se préfigurer. Et on voit bien que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne fonctionne pas. Tout le monde reste comme tétanisé, je dirais, tétanisé dans son cocon. Chacun se fait son petit cocon et chacun se renferme dans sa coquille en se disant ça va passer. On est un peu tous dans cette ambiance-là en ce moment, dans une ambiance presque de résignation. Moi, j'ai vécu vraiment plusieurs vies. Il y a des gens, ils ont une vie tranquille, facile, ils font leurs études, ils trouvent un job, puis 40 ans se passent, ils se retrouvent à la retraite. Enfin, ils ont quasiment fait toujours pareil toute leur vie. Ils ont fait une vie linéaire, quoi. Ils ont fait leur vie, quoi. Bon, bah ça se défend, hein, c'est pas une critique. Puis il y en a d'autres, ceux qu'on appelle les gens instables, qui n'ont pas une instabilité, mais bref, ça c'est le raccourci que prennent les gens qui ont une vie justement plate. Il y a ceux qui cumulent plusieurs vies, plusieurs expériences. Je peux vous dire que moi j'en ai connu des expériences différentes, à l'opposé, à l'extrême opposé. J'ai connu la pauvreté, j'ai connu une forme de aisance financière. J'ai connu les deux. Et puis j'ai connu la sécurité de l'emploi et j'ai connu l'insécurité de l'emploi aussi. J'ai connu le privé, le public. J'ai connu le monde profane, le monde sacré. J'ai voyagé à travers des milieux très différents, très différents. Des intellectuels, des gens très simples, des gens profonds, des gens superficiels.
J'ai l'impression dans cette vie d'avoir presque d'en avoir trop fait, d'avoir trop cumulé de choses, tellement c'est compliqué à digérer tout ça. Il faut faire comme une synthèse à la fin. La synthèse, je ne l'ai pas encore faite parce que il y a une multitude d'expériences dont je ne sais pas encore quels sont les bénéfices de tout ça. J'ai été patron aussi d'une entreprise. On avait ouvert beaucoup de magasins en peu de temps. J'ai dirigé une franchise que j'ai créée, un concept qui a été repris et copié par le fils de Jean-Louis David, qui avait beaucoup d'argent, donc les banques l'ont suivi. Mais en gros, il avait copié-collé ce qu'on avait, nous, inventé. J'ai connu le monde des requins, le monde des affaires, qui est un monde, évidemment, sans merci. Mais on rencontre des gens intéressants, par contre. Puis j'ai rencontré aussi le monde de la fonction publique, avec tout ce qu'on imagine. J'ai été également intérimaire, j'ai fait des petits jobs, vraiment des petits jobs. J'étais gardien de nuit dans une usine. J'ai fait des tas de boulots différents, vraiment. Beaucoup de boulots différents. C'est ça qui m'a donné une perspective, je dirais au moins. Une perspective sur l'humanité, sur les hommes, les humains. Et c'est là où j'ai vu à chaque fois les mensonges, les hypocrisies, toutes ces théories, ces thèses qui sont défendues par des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais mouillé leur chemise, qui n'ont jamais pris de risques. Quel que soit le bord de chacun de ces gens, les gens qui parlent pour les autres et qui ne savent pas ce que c'est. Alors, je me suis beaucoup tue. Parce que de toute façon, ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, il s'est exprimé là, avec la vidéo, l'avantage c'est qu'on peut s'exprimer sans être interrompu. C'est l'avantage. Au moins, on peut aller jusqu'au bout, on peut développer son raisonnement, on peut s'étendre un peu sur ce qu'on a à dire. Mais aussitôt qu'on est en compagnie, on a des ricanements, on a des gens qui vous coupent avec des arguments immatures, on a des a priori en quantité phénoménale, des gens qui ne savent pas et qui disent à votre place ce que vous devez penser tout le temps. Et puis quand on est avec les autres, eh bien en général, ce que veulent la plupart des gens, c'est d'être écoutés. Ils veulent nous raconter leurs histoires. Alors j'ai beaucoup écouté. D'ailleurs, c'était mon taf d'écouter les gens. Ah ça, ils aiment se raconter, ils aiment s'étendre sur des détails. Puis vous les écoutez gentiment par correction, parce que sinon, pour éviter le conflit, parce que on n'en sortirait pas s'il fallait à chaque fois dire à tous ceux qui nous racontent des conneries qui sont vraiment pénibles, quoi. Qu'on attendrait autre chose de... Non, les contacts que j'ai eu le plus intéressant, c'est quand les gens sont en crise. Là. Je le disais hier dans une autre vidéo. Quand les gens sont vraiment au pied du mur, on a l'impression que enfin il y a quelque chose qui est en train de jaillir. C'est ça qui est intéressant dans les crises et dans ce qu'on vit, c'est que ça va pousser chacun à se révéler, à chercher au fond de lui-même et à révéler des choses, à parler de choses enfin intéressantes et profondes. Sinon, je dirais dans cette vie facile de consumérisme, eh bien, les relations ne sont pas intéressantes. Chacun se raconte beaucoup. Ah, mon petit-fils, il a fait ceci, mon petits-enfants, ils ont fait cela. Donc vous rencontrez des vieux, ils vous parlent pendant 3 heures de leurs petits-enfants, et ils vous parlent que de ceux qui ont
une carrière brillante, mais il ne vous parle pas de ceux qui n'ont pas réussi professionnellement. C'est toujours le même schéma. C'est cette fierté idiote où on met sur un promontoire celui qui a réussi, puis on ne parle pas des autres. Et ça, combien j'en ai rencontré des gens âgés qui vous parlent de leurs enfants, mais de leur diplôme, toujours. Ils se mettent en avant comme ça. Ils pensent que c'est une gratification que de parler d'eux ainsi. Alors qu'est-ce que vous faites? Ben, vous écoutez gentiment parce que faut avoir des relations cordiales avec les gens. Donc, pour ça que, franchement, je suis seul, mais ça me manque pas. Hein. Ce monde-là me manque pas du tout. Je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas parce que la vie sociale, franchement, elle ne m'intéresse plus. M'intéresse plus du tout. Les collègues qui vous racontent leur vie, leurs histoires de couple, la véranda qu'ils ont faite, là, qui passent 3 heures à vous expliquer comment et décorer leur maison, leur véranda, qui n'ont rien à dire, rien. Ou ceux qui voyagent, tous ces vieux qui avaient des bonnes retraites et qui voyageaient, et qui revenaient, qui avaient des anecdotes pourries à vous raconter, qui n'avaient rien senti du pays, qui n'avaient rien senti, qui n'avaient rien d'intéressant en fait à vous dire. Donc il y a vraiment une grosse partie de la population qui est inintéressante, ça il ne faut pas se le cacher. Bon bah, tous ces gens-là vont passer par perte et profit, c'est évident. Leur vie est inintéressante et ce qu'ils ont à dire est inintéressant. Et pourtant, c'est eux qui, en société, s'imposent et vous imposent leur point de vue, leur manière de voir. Alors oui, ça fait du bien maintenant Finalement, ça fait du bien cette crise parce que ça remet les choses à leur place. Ça calme un peu cette frénésie idiote de qui tu es, d'essayer de se promouvoir toujours en disant moi j'ai été ceci, j'ai été cela, mes enfants ont été ceci, mes enfants ont fait cela. Chacun se vante dans son coin. Ah, j'ai réussi à avoir une promotion. Ah, j'ai fait une telle bonne affaire. C'est que ça. Ce n'était que ça. Alors là, ça calme. Ça calme un peu ce qui se passe actuellement. Donc c'est le bon côté, je dirais. Ça calme tout ça. Et ça nous conduit à des choses peut-être plus essentielles. Ça nous ramène à des choses plus profondes, plus authentiques. C'est un bénéfice, c'est indiscutable, c'est le bénéfice de cette crise dans laquelle nous sommes. C'est une crise et comme toute crise, ça va faire le tri. Il va y avoir un tri qui est fait. Le tri, c'est le travail de la nature, c'est de trier vraiment ce qui est bien et ce qui est inutile, ce qui est utile et ce qui est inutile, je dirais. Même sur le plan intérieur, même sur le plan spirituel. Il y a un tri. Les gens qui ont vécu vraiment superficiellement, ils vont déguster. Hein. Ils vont vraiment déguster. Parce qu'ils ne vont plus avoir de quoi se nourrir ni de se raccrocher. Ils vont être confrontés à leur vide intérieur. Et les gens qui sont confrontés à leur vide intérieur, c'est déjà c'est un peu l'enfer, quoi. Ils sont confrontés au néant. Et puis ceux qui avaient une vie intérieure, ceux qui avaient une vie profonde, qui se nourrissaient de petites choses, eux vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir parce qu'ils ont une vie intérieure. Moi je sais que à travers les expériences que j'ai eues, j'ai connu des hauts et des bas, mais si j'avais pas eu cette expérience de séminariste, qui était une forme d'ascèse quand même, à l'époque où tous les jeunes sortaient, allaient en boîte, c'était la fête. Moi j'étais dans une forme de vie assez austère quand même, d'abnégation. Mais j'ai toujours été, j'ai
toujours assumé mes choix et je les assumais complètement. Bah, je peux vous dire qu'après, ça m'a servi. Ça m'a servi parce que j'ai été habitué à ça, à pas avoir grand-chose, à me satisfaire de peu. Et autant, quand je me suis retrouvé un peu dans le luxe, bah, j'ai découvert ce que c'était, ce monde. Alors, il y avait des bons côtés, hein, je dis pas. Rouler dans une belle voiture, confortable, tout ça, ça a des bons côtés. Je ne rejette pas non plus cette expérimentation d'une forme de qualité de vie que j'ai eue à travers matériel. Si ça m'était donné, je trouvais que c'était agréable. Et puis, quand je me suis retrouvé sans rien, bah, c'était autre chose, mais c'était dur aussi. Mais ce qui était plus dur, c'était de voir les reniements des autres. Tout le monde qui quitte le navire, tous ceux que vous avez invités, goinfrés dans les restaurants, tous ceux qui étaient autour de vous parce que vous aviez une position sociale, eh bien vous quittent. Vous renient même. Ça, je peux dire que j'en ai vécu, mais c'est un grand classique. Hein. Tous ceux qui sont passés par là vous le diront. Après, on compte ses amis, je dirais. Et pourtant, des services, on peut dire que vous en avez rendu. Hein. Mais bon. Donc ça, c'est l'apprentissage de l'humain, de la vie. Et donc, après, on est déniaisé, on n'a plus de, comment dire, d'illusions. C'est bien. On n'est pas ici pour avoir des illusions de toute façon. On creuse quelque chose, on approfondit quelque chose, on mature quelque chose, mais on ne sait pas au final ce que ça va donner. Qu'est-ce qui va éclore? C'est une maturation qui passe à travers des expériences de la vie. Et puis un jour, il y a quelque chose il y a comme comment dire, comme un capital qu'on fait fructifier, mais on ne le voit pas. Et puis un jour, bah, peut-être que ça arrivera. Peut-être qu'un jour, on verra ce que ça a donné, ce que ça permet d'avoir. Mais en attendant, tout le monde, on doit prendre la vie de cette manière-là, comme une forme d'expérimentation, de maturation, et de savoir que toutes les épreuves par lesquelles on passe, eh bien, contribuent à construire quelque chose à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas révélé, qui ne se voit pas. Et là, la difficulté, c'est qu'en réalité, c'est comme si on faisait des économies, mais qu'on ne puisse pas en profiter. On thésaurise quelque chose dont on ne peut pas savoir déjà qu'est-ce qu'on a thésaurisé, parce qu'on ne tient pas le livre des comptes, et puis, au final, on n'en profite pas. Pour l'instant, on n'en profite pas. Mais peut-être que ça a un sens, peut-être qu'on pourra, que justement, il y a un bénéfice quelque part. Mais il ne faut pas se précipiter, à mon avis, dans les explications, dans les interprétations, dans ce qu'on peut tirer de certains livres qu'on a lus. Il faut se méfier de tirer des leçons de tout sans en avoir vraiment l'expérience. Quand on a l'expérience, on ne fait plus de leçons, on est très mesuré dans ce qu'on dit. D'une part parce que les paroles qu'on prononce peuvent être très mal perçues, mal interprétées, mal comprises déjà. Être compris, c'est compliqué. Et puis, d'autre part, rien ne vaut l'expérimentation. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Si on n'expérimente pas une chose, on ne peut pas l'expliquer vraiment. Il faut l'expérimenter de l'intérieur pour comprendre une situation, pour comprendre un contexte, pour comprendre, regardez la crise que l'on vit. On nous l'aurait expliqué, de toute façon on n'y aurait pas cru, déjà d'une part, on n'aurait pas cru que c'était possible. Tout ce qui se passe, on n'aurait pas pensé que c'était imaginable. Et maintenant qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'on comprend de quoi il s'agit, on voit les limites imposées, on voit l'état d'esprit, on voit les comportements humains, on voit les regards, on voit l'humanité telle vers quoi elle se dirige actuellement. Ouais.
Parce qu'on est dans l'expérimentation. On n'est plus dans la théorisation. On est dedans. C'est intéressant parce que c'est quand on est dans une situation qu'on peut agir et qu'il y a une manière d'agir. Il y a une façon de réagir, une façon de se manifester, une façon de contrecarrer éventuellement les éléments, les adversités, je dirais. Mais là, il faut du doigté, il faut de l'intelligence, il faut de la tactique. Il ne s'agit pas de partir comme ça, habillé fleur au fusil et de se faire exploser en plein vol. L'ennemi qu'on a en face de nous, il faut l'étudier avant de le combattre. Il faut l'étudier, l'observer. Et puis une fois que commence à faire sa connaissance, il faut repérer quel est son point faible. Quel est le point faible de notre adversaire actuellement? C'est quoi son point faible? Il faut le chercher. Il y en a, automatiquement, il y en a un point faible. Eh bien, une fois qu'on a touché son point faible, c'est fini. Il est mort. On l'atteint. Donc c'est pas systématiquement une opération d'envergure, une opération de force. C'est simplement un seul individu peut peut-être déstabiliser l'édifice. Un seul. Parce que celui qui aura l'intelligence, l'étincelle presque intuitive, intellectuelle, mentale, enfin tout réuni, qui aura cette étincelle-là de repérer le point faible de notre adversaire, eh bien, il pourra l'atteindre et donc il rendra service à tout le monde. Il n'y a peut-être pas besoin d'être une armée pour ça. Peut-être qu'un seul être suffit. Mais ça, c'est de l'intelligence. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce point faible, eh bien, on observe. On observe, on en parle. Tiens, t'as vu, il se comporte comme ceci, il se comporte comme cela. Et puis, au bout d'un moment, on découvre le talon d'Achille, on découvre la faille. C'est là qu'on peut agir. Vous savez, c'est comme ces fameux jeux vidéo, une forme de combat spirituel dans lequel on est. Et ce combat spirituel, il n'est pas... Soyez pur comme la colombe et rusé comme le serpent. Rusé. Donc, il ne faut pas y aller avec les gros sabots de la spiritualité. Il faut y aller avec doigté, tactique, subtilité. Et puis comme une fois je l'avais dit dans une vidéo, faut le laisser, faut qu'il ait la confiance en lui, l'adversaire. Faut lui faire croire qu'il a l'avantage en tous les cas. Bon, il l'a visiblement de toute façon, mais il faut le conforter en disant ouais, c'est toi le plus fort, tout ça. Et donc il prend une forme d'assurance, il prend confiance en lui, il a la confiance, et c'est là, et qu'il va commencer à se découvrir et à commettre des erreurs, et à se dévoiler. Et quand il se dévoile, eh bien, on va repérer quel est son point faible. Et oui, on est dans une bataille. Dans une véritable bataille. Alors, il y a ceux qui sont sidérés, évidemment, il y a ceux qui sont paralysés parce que sidérés. Il y a aussi, l'explication, elle est là. Paralysés parce que sidérés. Alors une fois passé la sidération, on réagit et on contre-attaque.
Il ne s'agit pas d'être comme des bourrins. C'est un apprentissage, tout ça. Un apprentissage qui nous permet d'être plus efficace. Ça fait longtemps que ça couvre de toute façon. Moi je vois quand je suis rentré au séminaire, on parlait déjà de ça. On parlait de l'effondrement, on parlait du problème de l'écologie, c'est pas nouveau, on voyait bien de cette course en avant, de la consommation, enfin, de ce gaspillage, tout ça on le voyait il y a bien longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Évidemment, la notion du temps, quand je vous parle de ça, c'est il y a 40 ans. Hein. Donc il y a 40 ans, on s'imaginait que ça n'allait pas tenir jusque-là. Déjà à l'époque, on disait oh, ça ne tiendra pas. Il y aura une guerre, il y aura un effondrement. Il y en a qui partaient à l'étranger, il y en a qui avaient des plans Puis le système a tenu, tient, mais en se dégradant à chaque fois, il y a une forme de dégradation. Ça tient, mais à quel prix? Au prix de tension, de souffrance, d'exploitation, de calculs de plus en plus terrifiants. Moi, par exemple, dans l'église, je voyais bien que ça n'allait pas quand j'étais séminariste. Ça collait pas. Il y avait des incohérences, comme aujourd'hui, on voit des incohérences dans les politiciens, on voit les incohérences entre la crise, le monde financier, la bourse qui monte, alors qu'on voit que tout est en train de mal tourner, donc on ne comprend pas. On dit, bah tiens, tout ça n'est pas cohérent. On ne sait pas quoi en penser. Moi, dans l'église, j'ai vécu ça. Je voyais des prêtres qui ne croyaient plus en Dieu, qui n'avaient plus la foi, mais qui étaient encore prêtres, puis qui faisaient beaucoup de social, beaucoup dans le social, alors que c'était parfois des fils de bourgeois, et parlaient des ouvriers sans les connaître. Moi qui les connais, les ouvriers qui les connaissaient, quand je suis rentré au séminaire, parce que moi-même je faisais des petits boulots l'été, tout ça, je travaillais avec, je faisais ils fantasmaient complètement le monde prolétaire, ils étaient dans des idéologies, tout ça, alors qu'ils n'avaient jamais eux-mêmes travaillé, ils ne connaissaient pas ce monde-là. Et je tombais là-dedans, où il y avait un discours très très social, mais moi j'étais rentré pour être initié, j'étais rentré déjà dans une perspective religieuse, vraiment religieuse, une perspective spirituelle de comprendre les mystères qui nous entourent. Et en réalité, je suis tombé sur des gens fades, des gens vides, des prêtres et tous ceux que j'ai rencontrés, quasiment beaucoup, ils n'avaient plus rien. Il y en a qui picolaient, il y en a qui avaient des morses un peu très, très dégradées. Et puis j'ai rencontré la misère, quoi, la misère dans l'église. Puis je ne suis même pas allé jusqu'au Vatican, je ne suis même pas allé, je sais pas, on entendait des trucs, mais bon, j'étais pas branché là-dessus. Moi j'étais au niveau diocésain, j'étais dans un diocèse, voilà, en France, et puis je voyais bien qu'il y avait des évêques qui se comportaient mal, qui faisaient des choix bizarres. Je voyais des gens qui étaient ordonnés, qui n'auraient jamais dû être ordonnés prêtres. Il y avait un manque de discernement incroyable. Et puis il y avait aussi cette haine du sacré dans l'Église. Il y avait une horreur on faisait des liturgies qui avaient encore un sens de sacré, mais le moindre truc qui pouvait rappeler un peu cette verticalité qui est dans toutes les religions, c'est-à-dire une forme des rituels qui nous élèvent. Voilà, à l'époque, on raisonnait comme ça. Ben, il fallait tout de suite déconstruire, casser. Il y avait vraiment une emprise, une entreprise de démolition à l'intérieur même de l'Église, de tout ce qui pouvait, je dirais, attirer les gens qui étaient, comment dire, assoiffés de vérité, assoiffés je dirais, habités par une quête spirituelle. On n'en voulait pas. C'était devenu comme un parti politique, quoi. Il fallait militer. Et puis, dans cette volonté de plaire à l'ennemi, de toujours plaire
à une forme d'idéologie, l'Église s'est dénaturée complètement, puis c'est jamais assez, jamais, jamais, jamais. Donc on voyait bien, elle cédait sur tous ces principes qui faisaient que ça la structurait, et puis pour finir, elle a perdu tous les fidèles, il n'y a plus personne qui va dans les églises, et c'est bien fait. Et puis moi, après, toutes les intuitions que j'ai eues, j'ai fini par vérifier que c'était effectivement, il y a eu tous ces scandales, et puis, on a vu des figures importantes de l'Église complètement se dégringoler, quoi. Et puis, tout ce que j'avais intuitivement quand j'étais jeune, quand je suis rentré, tout ce que j'avais pressenti, j'en ai eu la révélation après. J'en ai eu la nausée parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, c'était horrible, quoi. Il y avait un frère, là, un prêtre qui avait fait une communauté religieuse, qui avait la cote à l'époque, était reçu par le pape et tout. Et on a appris après qu'il violait les sœurs. Il abusait d'elles, alors qu'on le faisait passer pour un type charismatique, avec plein de qualités, était reçu au Vatican, tout ça. Enfin, il faut voir le cinéma, il faut voir. Comme aujourd'hui, certains, comme Hulot aujourd'hui, vous voyez, qui était le personnage préféré des Français. Puis on voit que dans la vie, c'était une véritable saloperie, quoi. C'est exactement ça. Moi, dans l'église, je l'ai vécu. J'ai vu ça. Oh non. C'est pour ça que toutes ces institutions, tout ça, la société telle qu'elle est, notre démocratie, notre république, tout ça, ça va voler en éclats. Ça va voler en éclats, et c'est pas plus mal, parce que tout est faux de toute façon. Il n'y a pas de démocratie. Évidemment qu'il n'y a pas de démocratie. Tout est pipé, on manipule les gens, on les manipule d'une manière grossière, et ils se branchent sur BFM, ils sont tout de suite manipulés, ils sont sous hypnose, et puis on leur fait croire n'importe quoi. N'importe quoi. On voit des têtes tomber, mais il y en a d'autres qui vont tomber aujourd'hui. Ils vont s'entre-déchirer entre eux à bout d'un moment. C'est eux-mêmes qui vont s'auto-détruire. Il faut les laisser faire, quoi. Ils vont s'auto-détruire. Ils vont exploser comme ça en plein vol. Mais ceux derrière qui devront reprendre le flambeau, il leur faudra une sacrée dose d'intégrité. Ça, rien ne leur sera épargné à ces gens-là. Il y aura une exigence très très forte. Demain, je dois aller à l'hôpital. Je vais faire mon pass. Je vais utiliser celui de mon père. Ça me gonfle aussi, ça. J'ai un problème avec la prostate. Alors ça m'emmerde aussi, ça. Franchement, j'avais pas de gaieté de cœur. Alors là, j'ai repéré un médecin qui n'a pas l'air mal, comme ça. Parce que là, à côté de chez moi, c'était pas terrible. Mais il va falloir passer le pass. J'espère qu'il ne va pas vérifier l'identité. Parce que j'ai pas envie de me faire tester. Tout ça, mais bon. Tout ça, ça m'en retient. Mais il faut y passer. Ouais, c'est pas marrant actuellement de se faire soigner. C'est pas pratique. C'est comme là, je voyais dans le coin, on n'a plus de dermatologue, on n'a plus de... C'est le désert médical, et on a intérêt d'être en bonne santé. Ouais, on ne choisit pas. De toute façon, des fois, on a des pépins qui nous arrivent, des trucs emmerdants. Et c'est là que on s'aperçoit que l'état de l'hôpital, l'état de la santé aujourd'hui, c'est pas marrant. Puis avec ce passe vaccinal, là, ça complique les choses. Ça complique les choses à tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, évidemment. Alors on recule pour faire certains examens, tout ça. On se dit, bon, on verra après. Enfin, des fois, c'est quand même bien de se faire suivre, quand même. Mais ça nous pénalise, quoi, parce que ça nous retient. On n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie d'y aller. Maintenant, c'est comme passer une frontière, aller à l'hôpital. Enfin,
Moi, si j'avais appris ça, dis donc, si on m'avait dit ça il y a 3 ans, et que tout le monde allait gober, que tout le monde allait accepter, la plupart des Français acceptent ça. C'est complètement fou, complètement fou. Ils vont se faire vacciner. Aujourd'hui, je vois les effets secondaires. Il faut voir rien que sur mes messages qui me sont laissés, il y en a partout. Tout le monde en parle. Ah, ma voisine a ceci, ma fille a eu cela, ma fille est paralysée, tout ça. Enfin, c'est l'explosion. Mais ça fait rien, les bœufs, ils continuent, ils vont à la 3e dose, 4e dose. C'est vraiment du bétail, quoi. J'ai aucun respect pour ces gens-là, franchement, non. Non, non. Non, c'est quand on voit les possibilités qu'on a de s'informer et l'aveuglement, vraiment. Mais ça ne m'étonne pas que en 40, tout ça, quand il y avait des camps de concentration, les gens, personne ne voyait rien. C'est bizarre aussi. C'était à l'époque, personne ne savait. Personne ne savait. On ne voyait pas. Ah maintenant, on n'était pas au courant qu'il y avait des camps de concentration, un camp de concentration juste à côté. Ah, les juifs qui partaient comme ça, ils partaient, puis on ne savait pas. Non, non, continuez à vivre tranquillement. Non mais franchement, et dire que ça se répète aujourd'hui, pas de la même manière, mais dans un autre. Mais en vrai, mais la psychologie, les mécanismes sont les mêmes. Une espèce d'aveuglement, une espèce d'acceptation de l'impensable, de ségrégation. Et en plus, c'est tous ces gens, c'est toujours les mêmes. Hein, c'est toujours les mêmes. Hein. Ceux qui prônent ça sont des gens soi-disant progressistes, qui condamnent, qui condamnent ceux qui ont collaboré hier, soi-disant. Aujourd'hui, c'est les pires collaborateurs, ceux qui condamnent la collaboration sous l'occupation. C'est ça qui est incroyable. Ah oui. Non, non, c'est incroyable tout ce que l'on est en train de vivre là. Enfin voilà. Ben, ma promenade, comme toujours, je redescends là chez moi. Ben, je pense que certains ont plaisir à partager avec moi cette promenade. C'est un côté informel, c'est pas grave. Je parle comme ça, de toute façon. Je parle qu'avec vous. Je parle avec tous ceux qui me laissent des messages gentils, des messages qui sont. De toute façon, il y a des dames, il y a des messieurs qui sont tout seuls dans leur coin comme moi. Bah, écoutez, moi je fais comme si vous étiez avec moi à côté, puis on parle, on discute. Bon, c'est vrai, c'est un monologue. C'est vrai qu'il n'y a pas d'échange, vraiment. Il n'y a pas de. S'il y aurait un échange, ce serait quand même plus constructif. Mais bon, pour l'instant, on fait ce qu'on peut, on fait comme ça. Enfin, moi, j'utilise cet outil-là, je fais ça comme ça, et puis ça donne l'impression qu'on partage quelque chose. Moi, je lis vos messages, j'écoute ce que vous dites. Je m'en fiche qu'il y ait 10 000 vues, ou 5 000 vues, ou 6 000 vues, ou 1 million de vues, c'est pas ça qui est très important. Bon, évidemment, il n'y a aucune vue. Ça sera pas d'intérêt, mais là, bon, voilà, c'est il y a un petit peu de vue quand même, ça va. On verra après. De toute façon, je ne fais pas la course aux vues. Hein. J'essaie simplement de développer une relation avec les gens qui sont abonnés à ma chaîne ou qui passent sur ma chaîne. J'essaie de créer un relationnel de qualité, l'authenticité. Et je le ressens dans les messages qui me sont adressés. Il y a une authenticité, il y a une profondeur, il y a de l'intelligence. Et ça me fait plaisir. Comme quoi, on attire à soi des gens qui nous ressemblent un peu. Quand j'avais un commerce, c'est un peu ça. Au début, quand j'avais ouvert mon commerce, il y avait un peu de tout qui venait. Puis je me suis aperçu que progressivement, la clientèle qui vient chez nous nous apprécie pour ce qu'on est. Et puis après, il y a un côté agréable, voir un magasin justement pour ça. C'est que on a une clientèle qui nous ressemble un peu et on est content de les voir revenir. Il y a une forme de fidélité qui se crée. Enfin, c'était le monde d'avant, ça. Et puis, oui, on crée et puis aussi avec le personnel, c'est ça que je voulais dire, c'est que, bon, j'ai eu jusqu'à 25-30 employés. Au bout d'un moment, au début, j'ai des employés qui ça passait pas. Moi, je leur convenais pas, puis eux ne me convenaient pas non plus. Il y en avait qui étaient fourbes. J'ai eu des gens qui étaient voleurs, tout ça. Mais au bout d'un moment, il y a une sélection naturelle qui se fait, puis on finit par avoir une équipe de bonne qualité qui nous ressemble, avec un bon état d'esprit. Malheureusement, ça dure pas. C'est toujours pareil, ça dure pas. Toujours arrive une catastrophe, il arrive toujours un truc qui casse tout.
ça qui est dur dans cette vie, c'est que c'est l'impermanence, toujours, l'impermanence. On n'arrive pas de créer quelque chose de permanent. Des fois, on met du temps, beaucoup de temps à créer quelque chose, et paf, d'un seul coup, tout explose. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé dans le monde des affaires. C'est dommage parce que j'avais une bonne équipe. J'avais réussi vraiment à travailler dans l'esthétique, à avoir des filles qui étaient très bien. Je pense qu'elles étaient contentes de ce que je faisais parce que je faisais vraiment tout pour qu'elles se sentent bien, qu'il y ait une bonne ambiance. Je n'étais pas du tout un tyran, hein, mon personnel. Par contre, j'étais dur quand il y avait certaines qui volaient, qui piquaient dans la caisse ou qui faisaient n'importe quoi, qui maltraitaient les clientes, ça arrivait. Ah bah là, j'étais intraitable. Mais par contre, à partir du moment où tout le monde collaborait, donnant un bon état d'esprit, bah, moi j'étais cool, hein, très très cool. Et il n'y avait pas d'abus, je voyais bien. Avec les gens qui ont une bonne mentalité, tout ça, il n'y a pas d'abus. Au contraire. Bon, ben voilà, c'est terminé. J'arrive à ma maison, ma promenade est terminée et je vous souhaite une bonne soirée. Et le temps de mettre cette vidéo en scène.